Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Télévision. Et merci de nous suivre dans cet entretien exclusif avec l'ambassadeur Amadou Dirong. Il est le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur ses 49 ans d'existence de la CEDEAO. Après sa création, on verra justement ce qui reste de cette organisation 49 ans après et comment elle compte relever ses propres défis, bien entendu, dans les prochaines décennies. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et merci de nous recevoir ici. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous aussi. Merci. Cela fait 49 ans qu'elle existe, 49 ans qu'elle façonne l'intégration économique des peuples. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est-elle toujours la CEDEAO des peuples pour la paix, la prospérité pour tous? Merci beaucoup, merci de me recevoir ici à votre émission. Alors, pour nous autres qui avons plus ou moins suivi depuis toutes ces années les évolutions, et bien sûr de par aussi peut-être une déformation professionnelle personnelle, je pense que la CEDEAO des peuples est antérieure à la CEDEAO des États. Et donc cette antériorité a fait que donc, les États ont plus ou moins, disons, institutionnalisé, systématisé ce que nos peuples vivent depuis toujours. Bon, peut-être même, je devrais même répéter encore une fois par rapport à beaucoup de choses que nous connaissons, les mouvements pendulaires, nord-sud, le commerce, etc. Bon, je prends souvent l'exemple de cette fameuse noix de cola qui symbolise un peu l'intégration des peuples du golfe de Guinée et ceux du Sahel. Et bien sûr à l'ère moderne avec la colonisation, malgré tout aussi, malgré tout ce qu'on peut en dire, il y a eu des éléments de renforcement de cette intégration malgré les frontières. Il y a, c'est vrai, des séparations, mais il y a eu des séparations, la constitution de nos pays sur des lignes, souvent malheureusement qui sont des lignes de départ sur les réalités culturelles, géographiques et historiques, mais en même temps aussi, les peuples, dans leur génie, ont su transcender tout ça. Et donc, de mon point de vue, la CEDEAO des peuples est vraiment antérieure à celle des États. Est-ce qu'on a réussi vraiment à faire l'intégration au niveau de ces communautés, au niveau de ces États en 49 ans? Bon, pour moi, le processus d'intégration est à la limite un processus, je dirais, infini. Vous savez, j'ai essayé de le dire la dernière fois, à l'échelle de la vie humaine, d'une vie humaine, 49 ans, c'est un bel âge. Mais 49 ans, c'est rien dans l'existence des nations et surtout dans leurs efforts d'éliminer les barrières et d'éliminer les frontières entre elles. Je ne sais pas si vous suivez présentement ce qui se passe en Europe. C'est un moment extrêmement difficile pour l'intégration européenne. Bon, je vous donne un simple exemple. Vous savez, il y a 20 ans, le débat était d'avoir une constitution européenne et une fédération. C'était ça le débat. Après, bien sûr, toutes les formes d'intégration économique, dont le paroxysme a été le traité de Maastricht et bien sûr la monnaie unique. Alors, les Européens avaient pensé qu'ils avaient franchi un certain nombre de seuils. Et aujourd'hui, les particularismes, les nationalismes, etc., les peurs, qu'elles soient réelles ou imaginaires, sont en train de réveiller encore un certain chauvinisme et d'ailleurs avec comme bouc émissaire l'immigration. Alors, donc, ce qui veut dire que le mouvement qui est en train de se faire percevoir à l'échelle mondiale n'épargne pas notre région. Nous avions tous pensé qu'à l'ère
de la mondialisation, qu'à l'ère de l'informatique et de l'Internet, de la globalisation, tout ça, qu'on n'en arriverait pas là. Alors c'est comme qui dirait, plus le niveau de connaissance évolue, plus les humains deviennent sélectifs dans leur connaissance. Et donc, et malheureusement, c'est cette sélectivité dans la connaissance qui nous fait, je dirais, basculer dans les particularismes. Et la CEDEAO n'échappe pas à ça. Maintenant, nous avons nos défis internes, certainement, qu'il faudrait expliquer et transcender à travers les mécanismes dont nous disposons. Justement, alors, à notre niveau, au niveau de notre organisation, qu'est-ce que la CEDEAO nous a permis d'avoir en 49 ans et qui peut-être fait qu'on peut regretter son absence entre-temps? Aujourd'hui, en 49 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à avoir, à bâtir, à construire avec la CEDEAO? Vous savez, j'ai retenu dans votre, je dirais dans votre chapeau, vous avez dit qu'est-ce qui reste de la CEDEAO. Bon, mais je note simplement que vous êtes traumatisé comme beaucoup d'entre nous. Moi, je ne le suis pas. D'accord. Je ne le suis honnêtement pas. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, bon, ce n'est pas par optimisme, mais par conviction rationnelle, et vraiment rationnelle, que les forces de l'intégration, les forces de l'unité l'emporteront. Parce que c'est cela l'avenir. Il n'y a pas d'alternative à l'unité. Les moments sont difficiles. C'est pourquoi je me suis dit que je vais aller écouter un peu ce que les gens pensent. Les moments sont difficiles, on ne se le cache pas. Je pense que nos dirigeants eux-mêmes, ces derniers mois, ont montré à nos peuples qu'ils sont conscients de la gravité du moment. Et peut-être que vous ne le verrez pas de manière, si vous voulez, en surface, émerger, etc. Mais il y a un travail qui se fait. La CEDEAO existera et surmontera cela. J'en suis convaincu. Parce que ceux qui combattent aujourd'hui ce bijou que toute l'Afrique nous envie, bon, je ne pense pas qu'ils puissent avoir raison. Ils ne peuvent pas avoir raison, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que les forces de l'unité l'emporteront immanquablement. Mais en même temps aussi, même du point de vue de l'intérêt égoïste de chaque nation, l'unité est la meilleure option de l'égoïsme national. Je pense que c'est ce paradoxe-là qui fait que nous sommes obligés d'être ensemble. Vous savez, il y a des choses, des acquis qui sont là, qu'on ne peut pas remettre en cause. Nous avons des cartes d'identité CEDEAO. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire que si vous avez cette pièce d'identité, vous pouvez circuler où vous voulez. Quand vous voulez acheter une assurance, d'un pays à un autre, vous savez quoi faire. Le macaron marron, là, qui permet de passer, qui fait la validité de l'assurance d'un pays à un autre. Vous avez un système d'échange fondé sur le libre-échange et bien sûr la libre circulation des biens et des personnes. Bon, ce sont des choses, malheureusement, qui sont tellement naturelles dans notre vie quotidienne qu'on en oublie que c'est la CEDEAO qui a à l'origine. Qui a facilité tout ça. Voilà. Parce que, de mon point de vue, c'est le plus grand problème. C'est-à-dire qu'il y a une prégnance formidable de la CEDEAO sur notre quotidien, au point que nous pensons que c'est normal, c'est naturel, et on est né avec. C'est-à-dire qu'il faut voyager dans les autres régions de l'Afrique pour comprendre que ce n'est pas évident. C'est une affaire qui a été construite au jour le jour, avec bien sûr des difficultés, des reculs, etc. Et c'est cela l'intégration. Personne n'a jamais dit que c'est un fleuve tranquille qui, comme on dit en anglais, straightforward to the sea. Non,
c'est un fleuve avec des méandres qui passent par des escarpes, un relief escarpé, etc., etc. Et bon, ça serpente, mais le destin, comme le fleuve, le destin d'un processus d'intégration, c'est d'arriver à l'unité. Et c'est ce à quoi nous tendons. Et c'est ma conviction. Maintenant, vous pouvez penser que je suis un militant, je le suis, je l'accepte et je le revendique, mais je parle sur une base rationnelle. Aucune autre force ne pourra nous empêcher d'y arriver. Parce que même pour égoïsme national, il le faut. D'accord. À l'occasion de la célébration des 49 ans de création de la CEDEAO ici à Cotonou, vous avez organisé, bien entendu, une série d'activités, notamment un forum d'écoute. Quelles en étaient les grandes conclusions? Bon, d'abord, l'objectif, c'était effectivement, comme vous dites, on a dit forum multi-acteurs. Et parce que l'écoute commence, nous avons essayé de traduire même le principe de l'écoute, parce que nous sommes allés pour écouter. Nous sommes allés à l'université. Parce que vous vous êtes rendu compte à un moment donné, il faut aller écouter. Oui, mais c'est... Bon, en fait, il y a bien sûr, du point de vue de l'institution, il y a une nécessité de renforcer l'écoute. Ça, c'est évident. Nécessité de renforcer l'écoute. Bon, à mon niveau personnel, quand je suis venu ici, je suis venu avec cette idée-là et je passe mon temps à écouter les gens et surtout les jeunes. Parce que, comme je dis, si on ne leur parle pas, d'autres leur parleront et leur diront autre chose. Autre chose que ce qui est. Donc, disons ce qui est. Et c'est ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a pas d'alternative à l'intégration. Alors, bon, maintenant, quand on allait à ce forum, notre idée première, c'était d'écouter, comme vous dites. Et ce qui montre notre volonté d'écoute, c'est que le premier panel de ce forum a été consacré à l'écoute des acteurs, les acteurs de l'intégration, c'est-à-dire les transporteurs, les commerçants, les usagers des ports, les usagers des instruments d'intégration et de libre circulation. Bon, ceux qui ont été là-bas ont été surpris de la vigueur du discours qu'on nous a tenu. Bon, Ça vous a étonné? Non, du tout, parce que, en fait, voilà ma chance. Ma chance, c'est que je les écoute toujours. Les derniers événements depuis le mois d'août, j'ai passé mon temps à les écouter. Je ne reste pas dans mon bureau, je vais les voir. Parce qu'ils sont extrêmement bien organisés. Et les gens ne le savent pas. Il y a une union des ressortissants de la CEDEAO qui regroupe 12 communautés ici, au Bénin. Et l'an dernier, nous avons célébré, avec bien sûr, comme vous savez, un peu en les mettant en avant. Parce que pour moi, c'est ça la CEDEAO des peuples. Et cette année aussi, on a fait la même chose. Et je remercie mon équipe, bien sûr, qui ne fait rien sans la communauté. Et c'est comme ça que nous travaillons. Toute l'équipe, le conseiller politique qui est là et que je remercie encore une fois pour ses bonnes idées, les jeunes qui sont là, c'est des jeunes béninois qui travaillent avec moi depuis bientôt 2 ans et à qui j'ai pu donner ce réflexe d'aller vers les gens et de leur parler. Bon, écoutez, l'écoute c'est ça, parce que j'ai entendu des choses. Qui vous ont dit quoi précisément? Mais précisément que... Vous n'êtes pas content de la CEDEAO? Nous ne sommes pas contents. Bon, nous ne sommes pas contents parce qu'il y a une situation difficile. Bon, ils en souffrent. Non, mais il y a une situation qui est là. On ne peut pas l'effacer d'un trait de plume. Alors, elle est là, elle est vécue par des gens dans leur chair. Les frontières étant ce qu'elles sont, les mouvements de marchandises étant ce qu'elles sont, l'inflation étant là et tout, parce que les gens vivent des difficultés. Et notre rôle, c'est d'écouter. Et c'est justement parce qu'on a écouté, qu'on a bien écouté, que le 24 février dernier, toutes les sanctions ont été levées. Parce qu'à la limite, bon, il y a un problème, mais trouvons des solutions politiques. Trouvons des solutions politiques, c'est ce que nos chefs essaient de faire en épargnant la vie quotidienne des populations.
il y a bien sûr, comme je dis toujours, et je le répète ici, encore une fois, la CEDEAO, c'est un projet d'intégration économique, mais c'est en même temps aussi un projet politique démocratique. C'est-à-dire que notre idée est que nos populations doivent vivre dans la solidarité, mais à l'abri de la peur, et bien sûr, le peu qu'on a, qu'on le partage, et donc faire en sorte que tout le monde puisse subvenir à ses besoins. Et c'est là le problème. Nous avons un projet qui est ambitieux. C'est un projet non pas seulement commercial et économique, mais c'est un projet entier, c'est un projet politique aussi. Nous voulons une CEDEAO où les peuples seront libres. Parfait. Et vivent dans la démocratie. Vous avez rencontré aussi les universités qui ont porté un regard critique. Oui, bon, les universitaires, en fait, vous savez, il y a deux niveaux, je dirais deux strates de compréhension des choses. La compréhension de celui qui, au quotidien, est confronté à l'intégration, c'est-à-dire celui qui traverse la frontière à Ilakondi et qui va, par exemple, qui veut aller à Lomé et revenir, etc. Bon, il perd du temps, il a un petit problème, un petit souci avec la police, avec la douane, etc. Mais il y a aussi de l'autre côté ceux qui sont les sachants, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent un peu sur la théorisation des choses. Et c'est ça les universitaires. Bon, ils ont des points de vue différents. Je ne sais pas si vous avez suivi les échanges entre Maître Dossou et qui est le père du texte qui est en fait nouveau aujourd'hui, notre particularité en Afrique, c'est-à-dire le protocole sur la bonne gouvernance, et bien sûr le professeur Padanou qui avait un autre point de vue. Bon, et ça a été un moment très intense de ce forum. Moi qui modérais cette session, j'étais entre deux doyens, je dirais, est presque un père pour moi, parce que j'étais un jeune diplomate quand il dirigeait les travaux qui ont mené à l'adoption de ce protocole, il y a un peu moins de 25 ans. Donc, c'est pour vous dire que c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était d'entendre un discours que peut-être nous n'aurions pas voulu entendre. Peut-être que nous ne voudrons plus entendre dans quelques années. Voilà l'idée. C'est-à-dire ce discours qu'on a entendu cette année, on ne veut plus l'entendre dans quelques années parce que nous aurons entre-temps fait le travail nécessaire de communication, de compréhension. Je vous donne un exemple. Un étudiant s'est levé quand on lui a parlé de ce qui existe ici comme institution de la CEDEAO. On lui a dit qu'on avait ici, on leur a dit qu'on avait ici un centre pour la sécurité maritime, qui est là, c'est la zone E. Et il y a des manœuvres régulières qui permettent un peu à nos marines de gérer la sécurité sur les côtes. Et depuis lors, on a senti une baisse, je dirais, sensible de la criminalité en haute mer. Et pourtant, c'est à Cotonou ici. C'est un centre qui est là, commandé. Ils ne savaient pas. Et in cauda menonim, comme disent les latins, il y a aussi le centre d'information et de coordination sur le marché de l'électricité. Je reviens sur ça parce que quand on en a parlé, quand les gens ont fait l'exposé, les étudiants étaient passés. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'à partir de Cotonou, ici, tout le système électrique est connecté. En principe, dans les 10 prochaines années, en principe, si tous les projets sont mis ensemble, il ne devrait pas y avoir de coupure d'électricité. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les zones excédentaires puissent alimenter les zones déficitaires. Parce que sur un écran, ils vont vous dire qu'il y a tant de kilowattheures ou de mégawatts que le Bénin a acheté entre 8h et 9h. Ils peuvent le dire à l'heure près. Voilà la vraie CEDEAO.
nous avons nous avons des pièces d'identité qui nous sont communes. Nous avons des règlements commerciaux. Aujourd'hui, les pays peuvent négocier un certain nombre d'accords commerciaux. Mais dans ces accords commerciaux, il faut qu'ils tiennent compte des dispositions de la CEDEAO. Parce que l'idée, c'est que, bon, chaque jour, je reçois, par exemple, avec le développement de la nouvelle zone industrielle ici, chaque jour que Dieu fait, je reçois dans mon bureau des demandes d'agrément. C'est ça. Des investisseurs. Des investisseurs, des entreprises qui travaillent à partir du Bénin pour s'élargir au marché régional. Donc, et je pense que c'est de cela qu'il faut entretenir nos populations et surtout notre jeunesse. Les questions politiques sont des questions difficiles. Ce n'est pas seulement au niveau de la CEDEAO. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que vous vous rendez compte qu'une démocratie de plus de 250 ans, près de 250 ans, est en train de douter? L'Amérique doute. Parce que, comme j'ai dit, il y a des cassures qui sont là, et bien sûr sur des bases de peur imaginaire et tout ça. Et c'est un problème. Alors, on a un monde qui se construit depuis bientôt 1000 ans, et aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce que nous ne devrions pas retourner en arrière, bien sûr, à ce qu'on appelle le consensus, un peu le traité de Westphalie de 1615. Bon, voilà les vrais problèmes. Et pourtant, nous avons dépassé ça en tant que CEDEAO. Allez ailleurs en Afrique. Entre deux pays de la même région, vous allez chercher un visa. Voilà où nous en sommes. Alors, c'est pourquoi il faut dire aux gens les choses qui existent. Je suis foncièrement sidéré quand j'entends le discours que j'entends. C'est trop simple. C'est trop simple. Le propre et le mérite d'un homme politique et de tout intellectuel, c'est d'accepter que rien n'est facile. Que ce soit dans l'analyse ou dans l'action, que rien n'est facile. Il faut un effort. La facilité, surtout au plan intellectuel, est de mon point de vue beaucoup trop appauvrissante. Et quand vous avez écouté ces jeunes, ces universitaires, qu'est-ce que vous pensez de la perception qu'ils ont aujourd'hui de la CEDEAO? Oui, mais en fait, ils ont... Elle est un peu erronée. Non. En fait, c'est un simple déficit d'information. Parce que ce que j'ai vu chez eux, c'est qu'ils attendaient qu'on leur dise certaines choses. Et pour eux, la CEDEAO, c'est bien sûr cette histoire avec les pays du Sahel, un peu là. Bon, parce que d'autres leur disent autre chose, quoi, sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais quand moi je viens leur parler et qu'ils me disent, qu'ils me répètent ce discours-là, que je leur dise que ce n'est pas ça, bon, ils sortent de la salle avec une autre idée. C'était ça l'idée. Sur les réseaux sociaux, on tombe sur ces critiques. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Son image est remise en cause. La CEDEAO serait devenue un instrument justement au service de la France. La CEDEAO serait impuissante. Est-ce que ces critiques sont fondées? Vous lisez ça aussi? Non. C'est-à-dire que c'est là où moi j'ai un problème. Parce que, vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Dans quel contexte est née la CEDEAO? Et pour combattre quelle perspective? Alors, ceux qui tiennent un discours peut-être, et c'est ça le problème, c'est-à-dire la profondeur historique, elle est là. Ce n'est pas il y a 100 ans, ce n'est pas il y a 70 ans, ça remonte à 50 ans. Il faut aller voir, il faut interroger le président Yakubu Gowon est encore vivant, il est un des pères fondateurs de la CEDEAO. Et il sait exactement là où il voulait aller avec Eyadema et les autres, parce qu'il y avait des tendances qui étaient là et qu'il fallait combattre. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne vois pas le Nigeria recevoir des ordres. Bon, je suis désolé. Bon, c'est trop bas. Non, pas. Bon, enfin, je trouve ça. C'est des simplifications
un peu trop hâtive. Et il peut y avoir des moments, ce qu'on appelle en politique et en sciences politiques, une espèce de convergence d'intérêts, ça arrive. C'est des mouvements parallèles. Vous voyez? Mais ils ne font pas comme ça, c'est des mouvements parallèles. Et je pense que quand on fait des analyses à ce niveau-là, il faut être très très prudent parce que la CEDEAO nous appartient. C'est notre affaire en tant qu'Africains et Ouest-Africains. Et personne ne nous dira quelque chose d'autre. Parfait. Alors, il y a des problèmes qui secouent un peu la sous-région. Aujourd'hui, quelle est la réponse de la CEDEAO, par exemple, face à la montée des régimes militaires? De plus en plus, on a remarqué des coups de force dans plusieurs pays de la sous-région. La CEDEAO est allée d'abord par des sanctions, après la diplomatie. À la date d'aujourd'hui, comment la CEDEAO gère cet agenda? Bon, moi, je vous ai dit tout à l'heure que la CEDEAO, c'est à la fois un projet économique, mais aussi un projet politique. Le projet politique, il est inséparable du projet économique et il est fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme. Les citoyens ouest-africains, et les enquêtes l'ont montré, à l'échelle africaine, près de 85%, les Africains, surtout les jeunes, veulent vivre dans une démocratie. Ils veulent avoir la liberté de participer au développement de leur pays, à la construction de leur pays, à la construction de leur communauté. Et ça ne peut se faire que dans l'ouverture. L'ouverture est l'avenir du monde. Les moments que traverse l'Amérique, que traverse l'Europe, c'est justement parce qu'on est en train de fermer l'espace politique avec des menaces imaginaires comme l'immigration, etc. Or, nous savons pourquoi il y a immigration. Nous le savons. Les vases communicants, c'est même au niveau des mouvements démographiques. Donc, quand nous entendons certains discours, on a un problème. La CEDEAO est un projet politique. Il y a des situations, certes. Nous comprenons parfaitement ce qui se passe et la complexité de ce qui se passe dans les pays du Sahel. Et nous savons les menaces et les défis auxquels ces pays sont confrontés. Mais je pense que c'est trop simpliste d'accuser la CEDEAO de n'avoir rien fait et donc de prendre des décisions sur la base peut-être de ces accusations. Mais je dois vous dire que, vous savez, sur cette question du terrorisme, de l'extrémisme qui a plus ou moins entraîné nos frères et sœurs du Sahel à prendre certaines dispositions devant plus ou moins, de leur point de vue, permettre de lutter plus efficacement contre le terrorisme en adoptant surtout une posture de gouvernement militaire. Bon, c'est une situation qu'on peut expliquer, mais qu'on ne peut pas justifier. Ou ériger en règle. Non, ça ne peut pas se faire. Je suis désolé. Mais quelles que puissent être les erreurs de la CEDEAO, quelles que puissent être les imperfections de nos systèmes politiques, il vaut mieux les parfaire et arriver à un certain résultat. Ce qui s'est passé au Sénégal, mais il faut le dire, c'est-à-dire que nous avons ici des jeunes qui ont combattu. Bien sûr, ça a été dur, hein? Ça a été très difficile pour eux. Bon, mais ça a porté ses fruits. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour l'armée de prendre le pouvoir, mais de rester dans les limites de ce qu'elle doit faire. Et le principe démocratique a permis d'en arriver là où on est arrivé. Donc, ce qui veut dire que, avec bien sûr le discours qu'ils ont, vous les connaissez, bon, la nouvelle génération sénégalaise, mais comme on dit, elle est mondialisée comme toute. Elle est dans cette atmosphère de l'Afrique de l'Ouest. Bon, mais les choses se sont passées autrement. Donc, ce qui veut dire que on peut arriver au même résultat, c'est-à-dire que l'Afrique puisse s'exprimer
et avoir, je dirais, se réapproprier son destin et avoir la main sur sa souveraineté, sur son économie, sur ses ressources et sur ce que je peux appeler sa posture stratégique par rapport à l'avenir. Mais cela peut se faire dans la démocratie. Je suis convaincu que c'est même dans un cadre de liberté que cela pourra le mieux s'exprimer. Bon, maintenant, je suis aussi un réaliste. Je sais un peu que dans ces pays, il y a des forces qui se sont déployées et à la fin, on en arrivait à ce qu'on vit présentement. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, je ne suis pas sûr que l'existence de l'AES puisse être préjudiciable à la CEDEAO. Peut-être le contexte est là. Mais vous savez, dans le système d'intégration, on peut appartenir à un même grand ensemble et en même temps avoir un sous-ensemble dans lequel on va plus vite et plus loin et plus profondément. C'est ça le principe de l'intégration. C'est pourquoi on le fait par cercle concentrique. Vous avez la CEDEAO qui est allée très loin dans les choses. Vous avez au niveau continental, donc la ZLECA qu'on va avoir, mais ça va prendre du temps. Et pourtant, la CEDEAO est en avance. C'est exactement la même chose. Pour moi, c'est l'existence de l'AES dans le contexte actuel. Si les trois pays pensent qu'ils se sentent mieux de resserrer à trois leurs liens parce que les choses se passent comme on dit, dans la zone des trois frontières surtout. Donc qu'ils mettent ensemble, qu'ils mutualisent leurs moyens avec l'appui de la CEDEAO pour combattre les défis communs, il n'y a pas de souci. Mais ça ne justifie pas, ça ne peut pas justifier un départ de la CEDEAO. Ça ne peut pas justifier. De mon point de vue, je le regrette. Et je pense que nous arriverons à quelque chose. Nous arriverons à quelque chose. Après la levée des sanctions sur le Niger, une autre crise s'est ouverte entre le Bénin et le Niger. Quelle est aujourd'hui la place du Bénin au sein de cette communauté, la CEDEAO? Alors, bon, merci pour cette question parce que vous me donnez l'occasion de parler du pays où je sers et où je me sens comme chez moi. Comme je dis, moi je suis né, j'ai grandi dans un village qui s'appelle le Sénégal, mais je suis un Africain, donc c'est tout ce que je sais faire. Et je me retrouve à ce moment difficile parce que c'est quand même compliqué tout ça. Il y a une décision qui a été prise. Bon, elle a produit les conséquences que nous connaissons. Et nos chefs ont pris la mesure de la situation. Et en prenant la mesure de la situation, ils ont décidé le 24 février de lever les sanctions. Donc, les sanctions ont été levées totalement. Et doublées, bien sûr, d'un appel au dialogue et à la recherche d'une solution qui permette un peu de revenir aux fondamentaux de la CEDEAO. Alors, bon, donc tout le monde s'attendait à ce que les choses se passent sur la base du contenu de la décision. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Entre le Bénin et le Niger a invoqué, bien sûr, une raison majeure, parce que, en fait, dans les relations internationales, quand on évoque la question de sécurité, bon, nous ne présumons pas de quoi que ce soit. Mon rôle, c'est de voir ce que les gens disent et de voir ce qui est possible de faire. Alors, s'ils mettent en avant des critères de sécurité, ça rend difficile la recherche d'une solution. Même si nous connaissons la réalité des choses. Nous connaissons la réalité des choses. C'est pourquoi je disais l'autre jour que, bon, dans cette affaire aussi, le Bénin a fait preuve d'une forte résilience et d'un esprit de sacrifice. Et donc, plus nous
plus vite nous trouverons une solution et plus vite tout le monde s'en trouvera plus heureux. Parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est un problème politique, mais qui a d'énormes conséquences sur les populations. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'inflation au Bénin et au Niger. Les femmes vous parlent de la cherté de la marchandise. Mais aujourd'hui, je donne un exemple, nous sommes à la veille de la Tabaski. Cette année, les moutons sont devenus très chers. Absolument. Parce que il n'y a pas ce qu'il y avait avant. Et donc, si bien que nous sommes, si tant est que nous travaillons tous pour nos populations, alors il y a des mesures à prendre. Il est regrettable qu'on en est resté là au niveau du Niger. Mais dans tous les cas, le rôle de la CEDEAO, c'est de trouver des solutions, ce n'est pas d'accuser les uns et les autres. C'est pas... Elle cherche une solution. Ah, bien sûr, croyez-moi, tous les jours. Parce qu'elle est un peu silencieuse, la CEDEAO, sur la crise. Vous savez, bon, le mégaphone, ça ne sert à rien aussi. Bon, dans une situation comme ça, tu n'as pas besoin d'un mégaphone. Bon, on a besoin d'être serein. On travaille tous les jours, nuit et jour, je dirais. Bon, chacun a son rôle à jouer et nous essayons nous sommes à la recherche d'une solution. On va finir avec une dernière question. L'année prochaine, la CEDEAO aura 50 ans, un demi-siècle. C'est pas rien. Quelles sont les perspectives? Ah bon, ça a déjà commencé, hein, parce que les défis auxquels nous sommes confrontés présentement un peu donnent l'avant-goût de ce que sera l'année prochaine. Ce qu'on appelle le cinquantenaire ou le jubilé. Bon, dans le contexte du jubilé, il va falloir se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et nous aurons bien sûr des événements très marquants. Nous nous préparons à avoir un sommet du jubilé qui devrait se tenir certainement à Lomé, parce que c'est là-bas qu'on va aller. Alors, donc, du côté de la commission, on est en train de travailler sur un certain nombre de cadres stratégiques pour orienter un peu les choses et à proposer au chef d'État pour le sommet prochain et aussi pour le sommet de décembre. Au niveau local, nous, ici au Bénin, nous avons ici un comité d'organisation des semaines de la CEDEAO et je profite de votre tribune pour remercier tout le monde, y compris la presse, vous et votre mobilisation. Et on a un comité interministériel qui siège ici pour 2-3 mois, des fonctionnaires qui se mobilisent pour nous aider à célébrer. Parce que pour moi, comme j'ai dit, le plus important, c'est que nous puissions parler à ceux qui feront notre avenir demain, cette jeunesse. Et je le répète encore une fois, la CEDEAO, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 50 ans, c'est notre avenir et notre futur. Et donc, il faut que la jeunesse naisse et grandisse dans cet esprit. Et je crois que le jubilé devra être l'occasion de construire justement ce nouveau citoyen de la CEDEAO. Parce qu'en réalité, c'est le chaînon manquant dans notre travail. Il va falloir mettre l'accent sur une chose importante dans l'intégration, c'est la création d'un esprit au niveau de nos jeunes, d'un esprit CEDEAO. Et ça ne peut se faire que dans nos systèmes éducatifs. Nous devons avoir des curricula CEDEAO, nous devons avoir dans nos universités des modules CEDEAO. Je suis en train de travailler avec l'université pour mettre en place des clubs CEDEAO dans les universités et dans les collèges, etc. Vous avez vu un peu que aujourd'hui, c'est devenu pratiquement, c'est entré dans les traditions avec les génies en herbe, l'art oratoire et tout ça. Bon, si vous voyez la documentation qu'on donne à ces jeunes, combien ça nous coûte pour reproduire tout ça, et ça vous montre la nécessité de donner l'information.
Bon, ici, par exemple, dans cette petite représentation, d'ici l'année prochaine, nous pourrons peut-être travailler à avoir une bibliothèque où nous recevrons voilà, les jeunes de venir s'informer. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Parce que c'est malheureusement ça, c'est le chaînon manquant. Et je pense que le cinquantenaire sera l'occasion de faire en sorte que nos jeunes puissent naître et grandir avec un esprit ouest-africain. Merci. Votre mot de fin, Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie pour l'accompagnement. Ça fait quand même la deuxième année qu'on travaille ensemble. J'ai vu que vous êtes aussi un passionné et votre maison est passionnée d'intégration. Bon, donc je suis votre partenaire attitré. Le mot de la fin, c'est dire simplement que l'intégration est notre avenir. Et pour ma part, ce pays qui m'accueille, le Bénin, je vois tous les jours l'intérêt qu'il peut tirer de l'intégration. Comme je vous ai dit, je pense il y a 2 jours, j'ai reçu encore un lot de demandes d'agrément pour le schéma de libéralisation de la CEDEAO pour des entreprises nouvellement installées ici. Et je crois qu'en regardant ce pays déjà, avec la zone industrielle qui se développe, et sur la base du marché ouest-africain, ça donne une idée de ce que l'intégration peut apporter. Il n'y a pas d'alternative à l'unité. Voilà mon credo. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Amadou Diong. Je rappelle que vous êtes représentant, résident de la CEDEAO au Bénin ici à Cotonou. Merci vraiment de votre disponibilité. Vous étiez notre invité dans cet entretien exclusif. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision.